1900. La gare d'Orsay, due à l'architecte Laloux, entre en fonction. La gare d'Orsay, édifiée pour l'exposition universelle de 1900 à la demande de la compagnie des chemins de fer d'Orléans, entre en fonction le 14 juillet. Due à l'architecte Laloux, elle sera pratiquement désaffectée à partir de 1939. Ses quais ne sont pas assez longs pour accueillir les trains électriques. 1850. L'enterrement à Ornans de Gustave Courbet fait du peintre le chef de file du réalisme. L'enterrement à Ornans consacre Courbet comme chef de file de l'école du lait. On ne lui pardonne ni ses couleurs sombres, ni les thèmes de son œuvre ancrés dans la réalité quotidienne. 1862. Manet fait scandale avec Lola de Valence. Incompris, Manet le restera longtemps. Il inaugure avec Lola de Valence des relations tumultueuses avec le public et la critique qui ne cesseront pratiquement pas jusqu'à sa mort. 1870. Basile immortalise ses amis avec l'atelier d'artiste. Avant d'être fauché par une balle allemande le 28 novembre 1870, à l'âge de 29 ans, Basile avait eu le temps de faire ses preuves. Ami de Renoir, Monet et Sisley, il a laissé cet émouvant atelier de l'artiste où sont réunis les impressionnistes. 1880. Cézanne peint les peupliers près de Pontoise dans un paysage que Pissarro a découvert 5 ans plus tôt. Sans les conseils de Pissarro, Cézanne serait-il devenu ce qu'il est? Les deux artistes ont si souvent travaillé ensemble qu'en suivant leur toile, on retrouve, surtout dans les années 1870-1880, les mêmes paysages. 1888. Van Gogh poursuit sa recherche de la haute note jaune avec Meule de blé en Provence. Le soleil d'Arles, cru, aveuglant, terrible. Et pourtant, nécessaire à l'artiste hollandais qui traque la haute note jaune. Les meules et les tournesols lui permettront-ils d'atteindre la perfection? 1894. Gustave Caillebotte lègue à l'État 78 toiles impressionnistes. 29 d'entre elles seront refusées. Peintre et mécène, Gustave Caillebotte a été d'un précieux concours pour le groupe impressionniste. Il meurt prématurément à l'âge de 45 ans en faisant don à l'État de 78 toiles. Sur les 17 peintes par Pissarro, 8 seront acceptées. 1899. Les amis de Sisley font don au musée du Luxembourg du Canal du Loing, peint en 1892. Le Canal du Loing, peint par Sisley en 1892, a connu un destin original. Sous l'impulsion de Claude Monet, après la mort du peintre, la toile a été achetée par ses amis qui en ont fait don au musée du Luxembourg. Elle se trouve depuis 1986 au musée d'Orsay. 1830-1855. Une jeunesse exotique. Camille Pissarro naît sur l'île de Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, le 10 juillet 1830. Envoyé en pension en France, il se met à dessiner. Cette passion ne le quittera plus, et un séjour de 3 ans à Caracas le renforcera dans sa vocation. 1855-1866. Début d'aventure parisienne. Pissarro arrive en France en 1855. Il découvre les œuvres de Courbet, de Millet et surtout de Corot. À l'Académie suisse, il va rencontrer Monet, puis Cézanne et Guillaumin, avec lesquels il restera très lié. Il deviendra aussi très ami avec un autre peintre, Ludovic Piette, 1870-1874. Une période mouvementée. Pissarro s'établit à Pontoise en 1866, puis à Louvciennes en 1869. La guerre de 1870 surprend les Pissarro qui doivent s'enfuir à Londres. Pissarro peint les faubourgs de la capitale et épouse Julie, rencontrée en 1858 et dont il a 2 enfants. De retour en France, les Pissarro s'installent à Pontoise, où ils resteront 10 ans. 1874-1880. Des années très dures. Les années à venir seront très pénibles pour Pissarro. Il perd une de ses filles en 1874 et les achats de toiles se font rares. Touchés par la détresse matérielle de l'artiste, certains essaient de lui venir en aide. Dès 1876, Caillebotte, le docteur de Belliot, Murer, pâtissier et collectionneur, lui achètent des œuvres, tout comme Jeanne Gauguin ou Marie Cassatt. 1880-1885. Pissarro arbitre malgré lui. Pissarro a de tout temps joué des médiateurs dans le groupe impressionniste.
Il arbitre les brouilles et tempère les inimitiés. Mais certains restent très proches de lui, comme Cézanne et Guillaumin. En 1884, la famille Pissarro s'installe définitivement à Éragny-sur-Epte, près de Gisors. 1885-1890. L'aventure néo-impressionniste. Pissarro, toujours en recherche dans son art, a rencontré les jeunes Signac qui lui exposent les théories néo-impressionnistes de Seurat. Le vieil artiste se montre prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure. Il adhère très rapidement au divisionnisme, suivi par son fils Lucien. Les réactions de son entourage seront très négatives. 1890-1899. Voici venu le temps du succès, même s'il est relatif. Pissarro en profite pour se lancer dans de nouvelles techniques, comme l'eau forte. Mais à Paris, les temps sont troublés. Les attentats anarchistes, l'affaire Dreyfus, agitent les esprits. 1899-1903. Un vieillard infatigable. Toujours installé à Éragny, Pissarro, infatigable, effectue des séjours très fréquents à Paris et en Normandie. Il mourra subitement le 13 novembre 1903, victime d'un abcès de la prostate. Son médecin homéopathe n'a pas jugé bon de le faire opérer. 1833, mort de Ferdinand VII, roi d'Espagne. Le 29 septembre, c'est un Ferdinand VII, roi d'Espagne, dont Goya a laissé plusieurs portraits. En 1808, lors de l'occupation de Madrid par les troupes du général Murat, il avait été obligé d'abdiquer en faveur de Joseph Bonaparte et n'avait retrouvé son trône que 6 ans plus tard. 1860. Expédition française en Syrie pour protéger les chrétiens maronites contre les Druzes. En juillet, les Druzes de confession musulmane se révoltent contre les chrétiens maronites au Liban et en Syrie et massacrent ces derniers. Napoléon III décide alors d'envoyer un corps expéditionnaire dans ces pays. 1871. Guillaume Ier le Prusse est sacré empereur d'Allemagne. Le 17 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. 2 mois plus tard, le pays est envahi, confirmant la supériorité militaire de l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, le roi de Prusse devient empereur d'Allemagne dans la galerie des glaces du château de Versailles. 1879. Élection de Gambetta à la Chambre des députés. Le 31 janvier, Léon Gambetta est élu président de la Chambre des députés. Ce républicain, ancien avocat, forme en novembre 1881 un grand ministère d'Union républicaine, mais désavoué par Clémenceau, il démissionne 3 mois plus tard. 1882. Les Britanniques occupent l'Égypte. Les Anglais, qui jouent déjà un rôle commercial prépondérant en Égypte, occupent militairement le pays après la défaite du nationaliste Arabi Pacha. Le véritable maître de l'Égypte devient alors le consul britannique. 1887. Le président Grévy est contraint de démissionner. Jules Grévy, président de la Troisième République depuis 1879, est contraint à la démission. Son gendre, Daniel Wilson, est en effet impliqué dans un scandale de trafic de décoration. C'est Sadi Carnot qui sera élu à la place de Grévy. 1892. Attentat anarchiste, rue de Clichy. Au 39 de la rue de Clichy, François Claudius Ramachol, cambrioleur, auteur de plusieurs crimes de droit commun et anarchiste, place sa seconde bombe devant l'immeuble d'un magistrat parisien. Dénoncé, capturé, il est condamné avec guillotine, mais sa popularité à l'époque est immense. 1902. Catastrophe à la Martinique. La ville de Saint-Pierre est détruite par une éruption volcanique. Saint-Pierre, commune de la Martinique située sur la côte occidentale, était à la fin du XIXe siècle la ville la plus peuplée de l'île. Le 8 mai, une violente éruption de la montagne Pelée la détruit entièrement. 1842. Loi créant le premier réseau de chemin de fer. Les députés français votent une loi créant le premier réseau de chemin de fer, qui comprend 9 lignes, dont 7 partant de Paris, pour un total de 570 km. Le premier accident aura lieu à Meudon le 8 mai 1842, causant la mort de 55 passagers. 1864. Légalisation des syndicats français. C'est sous le Second Empire, règne du capitalisme triomphant, que l'existence des syndicats est reconnue légale. La même année, le droit de grève sera accordé aux ouvriers. 1873. Institution du septennat en France. Le septennat est institué pour la première fois en France. MacMahon devient ainsi le premier président de la République. Plus d'un siècle après, les gouvernements successifs débattent toujours de l'opportunité de réduire le mandat présidentiel à 5 ans. 1879. Installation à Londres du premier standard téléphonique. Le premier central téléphonique anglais bourdonne d'appels.
Après New York et Paris, Londres, la deuxième ville d'Europe, a possédé un réseau. Graham Bell a rapidement fait des émules. 1883. L'Orient Express effectue son premier trajet Paris-Istanbul. L'évocation de ce train de luxe créé en 1883 par la Compagnie internationale des wagons-lits pour relier Paris à Istanbul appartient au mythe. Il existe toujours, mais s'arrête désormais à Budapest. 1888. John Boyd Dunlop invente le pneumatique. John Boyd Dunlop, né en Écosse en 1840, est vétérinaire. Un jour, pour amortir les vibrations des roues du tricycle de son fils, il imagine de fabriquer une chambre à air faite d'un tube de caoutchouc enfermé dans une enveloppe de toile. Le premier pneumatique vient de voir le jour. 1894. Production des premières bouteilles de Coca-Cola. Un pharmacien américain du nom de John Dumberton invente une boisson révolutionnaire qu'il nomme Coca-Cola. Sa fortune est faite et ses héritiers n'auront pas à se plaindre. 1900. Inauguration du métro parisien. À l'approche de l'exposition universelle de 1900, la circulation dans Paris est de plus en plus difficile. Un nouveau mode de transport s'impose. Ce sera le métropolitain, dû à l'ingénieur Fulgence Bienvenu. Le 19 juillet, la première ligne qui relie Vincennes à Maillot est inaugurée officiellement. 1835. François Rude achève de sculpter la Marseillaise pour l'Arc de Triomphe. Le sculpteur François Rude est chargé par Thiers de réaliser pour l'Arc de Triomphe le départ des volontaires, plus connu sous le nom de la Marseillaise. Le caractère réaliste de la sculpture, la violence de l'expression du personnage central feront scandale. 1865, Jules Verne publie De la Terre à la Lune. C'est en hommage à Nadar, auteur de plusieurs ascensions en ballot, que Jules Verne, passionné par les problèmes d'aéronautique, a écrit De la Terre à la Lune. Le héros du roman s'appelle Ardent, anagramme de Nadar. 1870. Début des fouilles de Schliemann sur le site de l'Antique 3. Après avoir fait fortune dans le commerce, Schliemann décide de consacrer le reste de sa vie à la recherche de la civilisation homérique. Il entreprend ainsi des fouilles à Hisarlik, en Turquie, où il va découvrir le site présumé de Troie. 1876. Mallarmé écrit L'après-midi d'un faune. Ce poète symboliste, dont son ami Manet a fait un portrait, gagne sa vie comme professeur d'anglais. Mais il ne cesse de composer des poèmes pour L'après-midi d'un faune qui sera mis en musique par Claude Debussy. 1882. Première de Parsifal de Wagner. Parsifal est le dernier opéra composé par Wagner. Le musicien mourra en effet un an plus tard lors d'un séjour en Italie. Mais auparavant, il aura eu la joie de voir édifier le théâtre de Bayreuth, construit grâce à une souscription publique lancée à travers le monde et destiné à accueillir sa tétralogie. 1887. Incendie de l'Opéra-Comique à Paris. L'Opéra-Comique, appelé aussi Salle Favart, du nom d'une chanteuse célèbre, joue de malchance. Rebâti après l'incendie de 1838, le bâtiment est à nouveau détruit par le feu au mois de mai. Les victimes sont nombreuses et des dégâts considérables. 1895. Oscar Wilde perd son procès en diffamation contre le marquis de Queensberry. En Angleterre, on ne badine pas avec la morale à la fin du XIXe siècle. Dénoncé comme homosexuel par le marquis de Queensberry, Oscar Wilde perd son procès contre ce dernier et sera condamné à 2 ans de travaux forcés. L'écrivain ne se remettra jamais de cette condamnation.